tout de suite, je passe la main. Alors, j'ai un petit coup de cœur, je devrais pas le dire, connivence, mais à fond sur la plateforme et le média d'impact Spark News. Et vous avez l'honneur d'être en lien face à face avec sa directrice générale, Sandra de Bayancourt. Bonjour, merci Cyrielle, c'est sympa. Donc merci à l'équipe de Hub de m'avoir invité. Donc nous allons parler de signaux faibles et d'engagement. En réalité, nous allons parler de récits. Donc pour commencer, juste essayons de nous projeter dans toutes les informations que nous recevons pour nous parler de la transition sociale et environnementale. Nous recevons des déclarations de dirigeants, des promesses de financiers, des plans de relance de gouvernement, des tribunes d'experts, des tribunes de jeunes entrepreneurs engagés, comme Nous sommes demain ou le Mouvement Impact France. Nous recevons aussi des images chocs, des pétitions qui attaquent ces mêmes gouvernements en justice, des chiffres qui font un peu peur, des journées coup de poing. En réalité, si on réfléchit à tout ça, est-ce que vous vous êtes posé la question, quelle est l'information qui m'a mise en mouvement, qui m'a donné envie d'agir ? Chez Spark News, nous pensons qu'aujourd'hui, la transmission d'une information simple ne peut pas suffire à nous mettre en mouvement, probablement parce qu'on en reçoit trop, probablement parce que nous sommes un peu perdus. Et nous pensons qu'en fait, pour s'approprier cette information, pour la faire nôtre, il faut qu'on comprenne quel est le cheminement, mettre de l'irrationnel, de l'émotionnel, comprendre vers quel modèle on tend, vers quelle référentiel. En un mot, quels sont les récits de cette transition écologique et sociale. Et ça tombe bien parce que c'est ce que nous faisons chez Spark News. Nous faisons émerger les nouveaux récits de la transition écologique et sociale. Juste un petit point de précision, qu'est-ce que c'est qu'un récit ? Un récit ou des récits, en fait, c'est un socle commun, philosophique et culturel dans lequel s'inscrit une civilisation. Toutes les civilisations se sont toujours mises en mouvement grâce à des grands récits qui les ont portés, et ça ne date pas d'hier et pas de la crise écologique et sociale. Donc ces récits, ils s'inscrivent en fait par toute la connexion d'actions passées, de cas concrets qui ont constitué le monde dans lequel on est aujourd'hui, et aussi par une projection d'un avenir qui est justement dans la continuité de ce passé. Le grand récit dominant aujourd'hui, vous le connaissez tous, c'est le capitalisme. Alors nous ne sommes pas tout seuls à faire émerger les récits, heureusement, parce qu'on a besoin d'être plusieurs. Par contre, nous avons une façon de faire qui est très particulière. Notre singularité, c'est de spotter, d'identifier partout dans le monde ce qu'on appelle des signaux faibles qui nous permettent de nourrir ces récits. Ce sont quoi les signaux faibles ? Ce sont des initiatives, des acteurs de terrain qui ont trouvé des solutions à des enjeux socio-environnementaux. Et au-delà de l'innovation pure qu'ils ont développée ou de l'impact qu'ils ont développé, nous, ce qui nous intéresse chez Spark News, c'est qu'ils nous ont donné à voir un nouveau modèle, qui nous ont montré que des nouvelles façons de faire étaient possibles. Et donc, ils nous ont permis de prendre de la hauteur sur des enjeux. Par exemple, si on parle de l'éducation, qui est un enjeu qui n'a peut-être pas été trop traité jusqu'à présent dans cette journée, quelle est l'éducation dont on a besoin pour construire le monde qui arrive, un monde mouvant, incertain, multiculturel, etc. Cette initiative, qui s'appelle Barefoot College, qui est une école en Inde, permet à des femmes issues de milieux ruraux de devenir ingénieurs solaires. C'est une initiative qui existe depuis 40 ans, donc ce n'est pas récent. Ça s'est développé dans une centaine de pays et formé des dizaines de milliers de femmes. Le premier niveau de lecture de cette initiative, c'est de dire « Génial, il a eu l'idée de former des femmes sur des métiers d'avenir ». Le solaire. Mais plus en profondeur, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été chercher des femmes qui étaient dans des villages analphabètes, qui n'étaient jamais sorties de leur village. Et en fait, ce fondateur leur a permis de s'émanciper, il leur a donné confiance en elles, de quitter leur village, d'aller parler à des femmes dont elles n'avaient pas la même langue, la même culture, et de leur permettre d'accéder à un métier d'homme. En réalité, l'innovation derrière ça, c'est que ça nous montre que l'enjeu de l'éducation aujourd'hui, c'est de savoir se connecter au monde et savoir aller au-delà de peut-être la compétence de base qu'on nous a appris. Un autre exemple, peut-être plus proche de nous, toujours sur l'éducation, c'est cette école au Brésil qui a monté un programme qui s'appelle Speaking Exchange. Speaking Exchange permet à des jeunes étudiants des favelas au Brésil d'apprendre la langue anglaise sans partir en voyage d'études parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais en se connectant, grâce à la technologie, à des maisons de retraite dans l'Illinois, à côté de Chicago. Donc,
Ils ont acquis une compétence qui est la base de l'éducation, la langue anglaise, mais surtout, ça leur a permis de rencontrer d'autres cultures, de faire de l'intergénérationnel, de la transmission. Et ça aussi, c'est un élément hyper important dans ce qui nous semble être l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Et je suis sûre que dans vos entreprises, vous vous posez ces questions de la compétence à donner, à acquérir à vos collaborateurs, mais aussi comment vous leur faites ouvrir leur champ des possibles, comment vous gérez l'intergénérationnel, la transmission dans vos entreprises. Sur une autre thématique dont on a plus parlé ici, je crois qu'en plus il y avait circulaire il y a quelques minutes, cette initiative vient d'Indonésie. C'est un jeune médecin indonésien qui a créé The Garbage Clinical Insurance, qui est un système d'accès aux soins, d'accès à la santé, en payant ses consultations en sacs de déchets qui sont ensuite revalorisés dans des centres de tri et de recyclage. Donc évidemment, ça ouvre la porte de l'économie circulaire, donner de la valeur. C'est Simon ce matin sur les océans qui disait le plastique est brûlé, incinéré, alors qu'il a une valeur. Et effectivement, on retrouve cette notion de valeur. Ça nous fait aussi penser à notre modèle de consommation, qui est un modèle de consommation linéaire, qui crée des inégalités évidentes. Comment on peut réintégrer en fait toute cette diversité sociale dans une consommation plus frugale et plus circulaire. Un exemple que vous devez connaître, je pense, c'est Qu'il Patron, qui est devenu en 4 ans une des premières marques de lait en France et qui a mis autour de la table les consommateurs, les producteurs et les distributeurs, et en décidant du juste prix décidé par les consommateurs pour que tout le monde et surtout les producteurs soient bien rémunérés. La réflexion derrière ça, c'est que comment on peut passer d'un modèle de compétition, qui est le modèle sur lequel aujourd'hui nos économies sont basées, à un modèle de collaboration, de coopération. Finalement, Nicolas Chaban a réussi à faire quelque chose là où personne ne s'attendait à ce que ce soit possible. Il a complètement enlevé les codes de la compétition et il a intégré dedans une dynamique de coopération. Et il a réussi, puisque sans budget marketing, il s'est hissé dans les premières gammes françaises. Donc, quelle place voulons-nous faire à la coopération dans le monde dans lequel on est versus la compétition? Donc, des récits comme ça, on en a beaucoup. Je ne vais pas les faire parce que je vois le chrono qui tourne. Une fois qu'on les a fait émerger, il faut les diffuser. Et puisque l'idée, c'est vraiment de changer les mentalités. Comment on les diffuse? Alors là aussi, on a dû être ingénieux. On a persuadé les médias, donc on n'a pas fait un nouveau média pure player comme So Good, qui est génial, et que je salue, qui était là ce matin. On a voulu aller persuader les médias du monde entier, des médias déjà installés avec leurs propres audiences, qu'ils avaient un rôle à jouer. Et là, sur cette photo, vous voyez 50 des plus grands quotidiens du monde qui se sont réunis le même jour pour parler de solutions et pour faire émerger ces récits. On a mis en place des modèles de collaboration, de coopération, et c'était pas simple. Et on a réussi à changer de l'intérieur ces rédactions pour les emmener vers des démarches de partage de récits. On continue à le faire. L'année prochaine, on aura un très beau programme avec la presse quotidienne régionale sur les territoires. Évidemment, nous avons été chercher les artistes, les créateurs, tout l'univers culturel, car qui mieux que les artistes et les créateurs peuvent raconter ces récits, mettre en forme ces récits. On a lancé en début d'année un collectif qui s'appelle La Fabrique des Récits, dont l'objectif est d'éveiller les consciences par l'art et la culture, et qui réunit toute forme d'art, toute forme d'artistes, de créateurs, qui soient indépendants ou salariés. L'objectif est vraiment de les faire se rencontrer, les acculturer à ces sujets, pour qu'ils aient envie de produire des œuvres artistiques qui transmettent les messages de la transition écologique et sociale. Un très beau programme. D'ailleurs, on commence à diffuser dès aujourd'hui et pendant tous les jours de l'Avent, un calendrier de l'Avent qui met en lumière des fabricateurs. Qu'est-ce que nous faisons pour les entreprises, pour vous qui nous écoutez ? Alors les entreprises, on entend les différents patrons d'entreprises qui sont autour de nous et qui nous expliquent les changements en cours. Forcément, les entreprises ont compris qu'il fallait évoluer. Elles sont en train de mettre en place des transformations lourdes, des transformations structurelles qui nécessitent des décisions importantes, des réflexions sur leur modèle économique, des investissements. Mais on parle moins de la transformation culturelle qu'elles sont en train de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Spark News? On les accompagne dans cette transformation culturelle. Forcément, on a créé un collectif parce qu'on adore ça. Ça s'appelle le Club de l'innovation positive. Ça existe depuis 4 ans, presque 5 ans. Et donc, nous réunissons tous les 2 mois une centaine de dirigeants, de managers d'entreprises pour les acculturer à ces enjeux, pour leur présenter des projets impact, des experts. Donc, en 4 ans, on a acculturé à peu près 4000 managers et dirigeants d'entreprises, présenté 200 projets, fait 40 événements. Donc ça, c'est le premier niveau d'acculturation. Et plus spécifiquement, au niveau de l'entreprise, en fait, on vous aide quelque part à écrire votre propre récit, le récit de votre transformation, qui incarne justement votre transformation culturelle.
Donc ce récit, c'est pas juste la raison d'être ou c'est pas un plan objectif 2030-2050. C'est vraiment l'histoire de votre entreprise qui permet de créer ce réservoir commun dont je vous parlais au début, qui soude tous vos collaborateurs. Ça reconnecte votre passé, votre présent, votre futur. Ça raconte le chemin que vous devez mener, les renoncements qu'il faut peut-être faire. Qu'est-ce que vous avez appris, transmis, inventé. On acculture bien sûr vos organes de gouvernance, vos conseils d'administration, vos CA. On identifie et embarquons vos positive leaders parce que ce sont eux qui vont mener ces changements et ce ne sont pas forcément des patrons de la RSE ou du développement durable. On vous apprend à lire vos signaux faibles et donc on met tout ça dans ce bagage qui est le récit de transformation de votre entreprise. Quel est le projet que vous proposez à vos collaborateurs et comment vous les inscrivez dans la durée sur ce programme ?